Donc on va juste cadrer le sujet, on va parler juste du volet donc des emboles cruoriques. Sur le plan épidémiologique, vous le savez, c'est un vrai problème de santé publique dans tous les pays. Les États-Unis, on compte 5 millions quand même de thromboses veineuses profondes, 630 000 embolies pulmonaires sont enregistrées par an. En France, on a une incidence annuelle qui va à 60 embolies pour 100 000 habitants. En Tunisie, certes, qu'on n'a pas de chiffres épidémiologiques, mais les séries qu'on a un petit peu vues tous en présentation et communication, on parle d'une prévalence qui est assez élevée, qui peut atteindre 37% dans certains services. De même, les complications thromboemboliques sont fréquentes chez les patients hospitalisés. L'embolie pulmonaire représente la cause de décès des patients hospitalisés dans 30% des cas. L'embolie pulmonaire représente 4 à 13% des causes de mort subite. Et en plus du retentissement sur le pronostic vital, c'est quand même, il y a un coût de santé qui est assez élevé, donc c'est très important. Alors on y va par rapport à l'embolie pulmonaire. Pour cette démarche diagnostique, il faudrait qu'on arrive à caractériser les facteurs de risque. Et sur les dernières guidelines, il y a quand même une reprise des facteurs de risque qu'on connaît jusque-là tous. Il n'y a pas eu de gros changements. On sait tous que les facteurs de risque sont là chez une bonne proportion des patients. Ça va de 50 à 94% des patients, mais ça reste peu spécifique tant que il n'y ait pas d'interaction entre des facteurs de risque liés aux patients qui sont habituellement permanents et les facteurs de risque connexes qui sont temporaires. Et le fait de connaître les facteurs de risque des maladies thromboemboliques est très important dans la détermination de la probabilité de l'embolie pulmonaire et qui augmente, comme vous le savez, avec le nombre de facteurs de risque qu'on comptabilise pour le patient. Alors, je vais passer un petit peu rapidement par rapport à ça, c'est pas le vif du sujet. Vous connaissez tous les facteurs transitoires, les situations à risque pour les maladies thromboemboliques, les chirurgies orthopédiques, la gynécologie, la traumatologie en gros, l'immobilisation plâtrée, l'alitement, les paralysies, les voyages. Mais ce qui nous importe dans notre présentation, les facteurs permanents liés au terrain. Et la question qu'on se pose, que les maladies respiratoires chroniques représentent, reste un facteur permanent lié au terrain. Bon, vous savez, les déficits constitutionnels, thrombophilie, les médicaments, la chimiothérapie, la néoplasie, que ce soit un cancer bronchique ou hématologique, c'est des facteurs permanents liés au terrain et qui ont un ratio de risque de thromboembolie assez élevé. Les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires, la compression veineuse, mais également les maladies respiratoires chroniques. Et sur les dernières guidelines, il émerge comme étant des facteurs de risque permanents reconnus. Et là, je viens pour vous montrer, avec cette diapo, une étude qui a paru en 2014 sur COPD, sur un registre taïwanais, où ils ont repris quand même près de 400 000 BPCO en les comparant à des personnes non BPCO. Et bien, l'incidence de l'embolie pulmonaire, elle atteint 4 fois plus que le groupe de non BPCO. Donc, on en fait effectivement un élément complémentaire pour le considérer comme les BPCO comme facteur de risque de maladie thromboembolique. Également, quand on prend cette étude, au fait, c'est une étude parue en 2013, c'est une méta-analyse où on a repris 2273 articles qui ont été analysés et on a repris l'incidence de l'embolie pulmonaire. Là, vous voyez que l'incidence, elle va de 3,3 à 33%, ce qui est assez large comme fourchette, et l'incidence combinée qui a été retenue est de 15,8%. Mais ce qui est important sur cette étude, c'est que quand il n'y a pas d'étiologie à l'exacerbation de la BPCO, l'incidence de l'embolie pulmonaire passe à 30% en incidence combinée, ce qui est important et énorme.
Autre chose sur laquelle le fait d'avoir une maladie respiratoire chronique constitue un risque de récurrence, de récidive de maladies thromboemboliques. Et là, sur cette étude parue en 2016, où on revoit sur des patients, presque 150 patients porteurs de thrombose veineuse suivis sur une année, le suivi de ces patients-là, les facteurs de risque de récidive de ces patients en termes de maladies thromboemboliques, les facteurs de risque retenus, les maladies respiratoires chroniques à côté du syndrome néphrotique, néoplasie, etc. Et donc, et le mode de récidive était sous forme d'embolie pulmonaire. Ce qui est important pour nous à retenir par rapport à nos patients chroniques. Il y a également l'asthme sévère. L'asthme sévère est connu comme étant un facteur de risque de maladie thromboembolique. Mais là, sur cette étude qui est parue en 2015, l'asthme sévère a été, les paramètres de la coagulation et de la fibrinolyse sur des groupes d'asthme à sévérité différente a pu conclure qu'il y a un statut thrombotique qui croît avec la sévérité de l'asthme et qui est beaucoup plus important dans l'asthme corticodépendant. Donc, nous sommes face quand même à un vrai facteur de risque de maladie thromboembolique. Alors, comment on va intégrer cette notion de facteur de risque dans la démarche diagnostique qui nous intéresse? On revient à nos guidelines. Les guidelines sont clairs. Avant d'aborder ce sujet-là, il faudrait tenir compte de l'évaluation du risque de mortalité précoce à 30 jours, avant de choisir quelle démarche diagnostique on va adopter. Et cette stratification du risque repose en premier lieu sur la présence ou non de signes cliniques de choc et d'instabilité hémodynamique. Et là, suspicion d'embolie pulmonaire, est-ce qu'il y a un état de choc? Si oui, c'est un haut risque de mortalité, sinon, c'est un non haut risque de mortalité. Et quand on est dans ce groupe de haut risque de mortalité, quelle est la démarche diagnostique qui est proposée? C'est essayer d'avoir un angioscanner thoracique dans l'immédiat si c'est disponible. Et si le patient est en état de subir cet examen, c'est-à-dire qu'il soit stable sur le plan hémodynamique. Sinon, donc si c'est possible, on fait le CT scan. S'il est positif, c'est une embolie pulmonaire qui est confirmée, on propose un traitement. S'il est négatif, on pensera à un diagnostic alternatif avec l'angioscanner thoracique. On aura la possibilité de retrouver certains diagnostics alternatifs sur le résultat de l'angioscanner. Alors, si ce n'est pas possible, qu'il y ait une instabilité sur le plan clinique, on réalisera tout d'abord une échographie cardiaque au lit du malade en recherchant les signes de dysfonction ventriculaire droite, à savoir les dilatations du VD, le septum paradoxal, une hypertension artérielle pulmonaire. Et je dois vous dire que parlant des malades respiratoires chroniques, cet algorithme, ce diagramme reste valable et la recherche de dysfonction ventriculaire droite orientera vers la prise en charge thérapeutique de notre patient. Alors, si on est dans l'autre cadre, où il n'y a pas d'état de choc et qu'on a le temps d'aller proposer des stratégies diagnostiques qu'on appelle combinées avec une étape clinique, une étape biologique et une étape d'imagerie. Je reviens à la clinique et on évoquera pour nos patients respiratoires chroniques de la même façon qu'un sujet sans antécédent, de façon classique, un début brutal, un point de côté thoracique le plus souvent au niveau de la base du thorax, le fait que le patient soit essoufflé, qu'il y ait une toux irritative, ça laisse un petit peu, tous nos patients ont une toux quelque part. L'augmentation de la fréquence cardiaque, une discrète élévation de la température, tout ça c'est des éléments qui nous orienteront vers l'embolie pulmonaire. La douleur thoracique est un symptôme fréquent qui peut être causé par l'irritation pleurale ou une embolie centrale, et là ce seraient des douleurs plutôt angineuses reflétant une ischémie du VD. Alors une dyspnée. Alors nos patients, vous le savez, ils sont tous dyspnéiques. À quel moment on va dire que cette dyspnée
évoquerait pour moi une embolie pulmonaire, pas une autre, c'est au fait être à l'écoute du patient, revoir avec lui cette notion d'aggravation brutale de la dyspnée qui pourrait, je dis bien, pourrait orienter vers l'embolie pulmonaire. Il y a les autres signes, l'hémoptysie, des dilatés bronchiques qui font des hémoptysies, on en voit tous les jours. La syncope, une polypnée, les signes droits, ça, bon, on en a. C'est pas ça qui va pour autant nous faire penser à l'embolie pulmonaire en soi. La recherche de signes par contre de thrombophlébite périphérique, oui, c'est un élément clair. Et bien sûr, pour nos patients respiratoires chroniques, le fait qu'on découvre cette embolie pulmonaire de façon accidentelle dans le cadre d'un bilan ou malheureusement à la suite de l'IDCO lors d'une autopsie. Alors, cette probabilité clinique, est-ce qu'elle est intéressante pour nous? Alors, on voit cette étude qui est parue en 2014. C'est une étude prospective qui a repris 172 BPCO et chez eux, il y avait une prévalence d'embolie pulmonaire élevée à 30%. Et les patients, on a revu quels étaient les éléments cliniques qui nous orientait plus vers l'embolie pulmonaire quand on est dans la BPCO. Alors, on retiendra la douleur thoracique d'allure pleurale, l'asymétrie des membres inférieurs et le taux élevé de pro-BNP, en plus de l'obésité et l'allaitement qui sont quand même des facteurs de risque classiques. Est-ce que cela veut dire qu'on peut être orienté cliniquement? Je tiens à vous rappeler le classique tableau de Pollack qui nous dit que l'embolie, qu'elle soit confirmée ou non confirmée, les signes cliniques, ils sont ni sensibles ni spécifiques et c'est surtout l'association de plusieurs de ces signes sur un terrain à risque qui fait évoquer l'embolie pulmonaire et ceci reste valable pour nos patients chroniques de la même façon. On se pose la question par rapport à l'ECG, c'est clair. Il n'y a pas de plus, ce n'est ni sensible ni spécifique, juste pour éliminer des diagnostics différentiels, oui. Les gaz du sang, également, indispensables pour apprécier le retentissement respiratoire, mais sans plus. Ça ne fait pas le plus par rapport à nos orientations, à notre démarche, si vous voulez, diagnostique. La radiographie du thorax, elle aussi, pas du tout. Déjà des radios qui sont pathologiques, aller rechercher des signes en faveur de l'embolie pulmonaire, certes, si vous disposez d'une ancienne radio que vous vous retrouvez avec une surélévation de la coupole diaphragmatique, vous y allez un peu plus, mais là aussi, c'est pas assez significatif. Et là, on évoquera le diagnostic devant des éléments cliniques, avec plutôt un groupement de symptômes, un contexte étiologique et des signes évocateurs de thrombose veineuse. Et donc, on revient à nos algorithmes, à nos scores, à nos probabilités cliniques qu'on reconnaît tous. Sur les dernières recommandations, ce qui ressort, c'est que nos fameux scores de Wells et de Genève, ils sont retenus. La version simplifiée, ce qu'il y a de plus, c'est que les versions simplifiées de ces scores ont été validées et retenues pour une adoption beaucoup plus rapide dans la pratique clinique. On arrive à classer donc nos niveaux de probabilité clinique en faible, modéré, haute, ou à deux niveaux quand on s'adresse aux formes simplifiées, donc peu probable, probable. Et là, on aboutit à la démarche quand on est en dehors d'un état de choc. Donc, évaluation de la probabilité clinique. Si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire, on passe au dédimère. Ce qui ressort sur les dernières recommandations, c'est que le taux de dédimère dont on doit tenir compte doit être ajusté à l'âge du patient. À aucun moment on nous dit d'ajuster les dédimères à la pathologie du patient, en particulier les pathologies respiratoires chroniques. Alors on sait qu'on tiendra compte à partir de 15 ans de l'âge fois 10 microgrammes par litre. Et bien sûr, quand la probabilité clinique est élevée, il n'y a pas place aux dédimères. Donc, la question, ces dédimères-là, est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce
il y a des particularités par rapport au taux de dédimère, à la réalisation des dimères chez nos patients respiratoires chroniques. Là, c'est une étude qui est parue en 2016 dont l'objectif était de rechercher les facteurs qui orientent vers l'embolie pulmonaire lors d'une exacerbation de BPCO. Sur 522 patients, les facteurs qui orientaient vers l'embolie pulmonaire, il y avait l'immobilisation au-delà de 3 jours, logique, l'œdème des membres inférieurs, bon, ça nous laisse réfléchir un petit peu, et les taux de dédimère voyés au-delà de 2000 microgrammes. On est loin des chiffres de l'âge x10. Alors, on se pose la question de cut-off des dédimères par rapport à ces patients respiratoires chroniques. Est-ce qu'il y a un cut-off? Cette valeur de 10 fois l'âge, est-ce qu'elle s'applique à nos patients? Eh bien, sur une étude, là, apparue en 2013, sur des patients, 150 patients BPCO en exacerbation, où ils ont eu des dédimères, un angioscanner thoracique, Doppler des membres inférieurs, les dédimères étaient plus élevés dans le groupe BPCO avec embolie pulmonaire versus BPCO sans embolie pulmonaire, et vous voyez 2300, 1000 versus 1000. Bon, le cut-off qui a été proposé par cette étude était 950, mais ça n'a pas été adopté sur aucune des recommandations. Ça reste une valeur dans la littérature dont on doit peut-être tenir compte ultérieurement, probablement, s'il y a d'autres, les recommandations prochaines probablement. Donc, est-ce qu'on est satisfait de ces scores par rapport à nos patients respiratoires chroniques? La validité des scores de prédiction a été revue dans la littérature, une étude parue en 2015, et là, quand ils ont pris le groupe de patients sans probabilité élevée d'embolie pulmonaire, ils ont appliqué le score de Genève et les taux de dédimère. La valeur prédictive négative était certes excellente, de l'ordre de 100%. Mais dans cette étude-là, il y avait quand même, par rapport à cette population, 88% de la population où les dédimères étaient élevés. Ce qui laisse quand même réfléchir un petit peu par rapport à ça, et ils se disent on va élever le niveau, le taux de dédimère qu'on doit préconiser pour nos BPCO. Non, il ne faut pas, parce qu'il y a d'autres études qui ont montré, et là c'est une belle étude qui est parue en 2013, qui avait montré sur une étude rétrospective où on pouvait identifier les facteurs associés au retard de diagnostic d'embolie pulmonaire. Sur des patients qui sont venus aux urgences, 436 avec embolie pulmonaire, confirmé, il y avait 33% de retard de diagnostic, et même des patients, 11% parmi d'entre eux sont rentrés chez eux avec un diagnostic erroné. Repris, bien sûr, et ils ont redressé le diagnostic, et ceci malgré l'application de stratégies, des bonnes stratégies de probabilité clinique. Et là, les éléments, les facteurs, enfin les pathologies où on faisait plus de gag, où on faisait du retard diagnostique, c'était BPCO et asthme. Donc, il faut vraiment être au milieu et savoir poser le pour et le contre, et ne pas passer quand même à côté d'une pathologie mortelle. Alors, vous avez vu que sur les algorithmes, il y avait l'angioscanner thoracique qui a pris de la place. Il a vraiment pris de la place. Il est là pour faire le diagnostic, d'exclure le diagnostic, de réaliser la stratification du risque, d'évoquer un diagnostic associé, une cause alternative, et de pouvoir continuer au besoin, bien sûr, par un phléboscanner quand on veut, et pouvoir suivre, bien sûr, le post-thérapeutique. Vous allez me poser la question, où est la scintille? La scintigraphie pulmonaire, elle a sa place quand elle est négative, elle exclut de façon formelle le diagnostic d'embolie pulmonaire, mais elle reste, en la comparant à l'angioscanner thoracique, de spécificité moindre, de reproductibilité moindre, de disponibilité moindre, moins rapide, et pas de diagnostic différentiel, c'est-à-dire
dire, donc il y a des gags et il y a des indications, bien sûr, en marge donc de l'angioscanner, quand il y a une contre-indication, quand le sujet est jeune et une probabilité clinique faible, quand on veut faire un examen de référence à l'arrêt de l'anticoagulation, les antécédents d'allergie, la suffisance rénale, le myélome, la grossesse, ça se discute. Voilà, donc on se dit, oui, on assiste, comme vous le voyez, à l'évolution des techniques d'imagerie dans les stratégies diagnostiques d'embolie pulmonaire et vous avez vu que l'angioscanner thoracique a remplacé la scintille pulmonaire avec de nettes validations, mais on attend les résultats d'autres travaux qui sont réalisés avec l'imagerie hybride SPECT-CT où on associe la scintille avec des coupes tomographiques où la spécificité serait élevée. Et là, je vous donne juste cette étude qui parue récemment en 2016 à propos de 22 cas de fibrose pulmonaire en exacerbation ayant subi ou bénéficié d'une scintigraphie plus un angioscanner thoracique. Là, quand même, il y avait un surdiagnostic grâce au SPECT CT par rapport à l'angioscanner thoracique. Donc, on attend là les études et les nouvelles guidelines, certainement. Juste 2 plaques avant de céder la parole à mon ami Jelil Benkhlil. Quand on vous dit démarche diagnostic de l'embolie pulmonaire, on doit évaluer la gravité de l'embolie pulmonaire. Aujourd'hui, c'est la chose qui fait le plus, on parle de ça de plus en plus, ce n'est plus en fonction de la sévérité de l'amputation vasculaire inhérente à l'embolie pulmonaire, et que cette sévérité dépend de la stabilité hémodynamique, de la dysfonction ventriculaire et de l'ischémie myocardique. À juste titre, il y a un score qui va certainement être détaillé par mon ami Jelil Benkhlil, ou peut-être pas, où là, si on veut retrouver en score de gravité, la maladie pulmonaire chronique, elle a une large place, avec des points en plus quand on a une maladie pulmonaire chronique, quand on a une fréquence respiratoire élevée, quand on a une saturation en oxygène inférieure à 90%, on collecte des points avec un score de PESI qui s'élève systématiquement, et qui dit score de PESI élevé, il y a une mortalité derrière qui est élevée, on peut aboutir à 25% de mortalité dans le mois qui suit l'embolie pulmonaire sur certaines classes, sur les classes les plus sévères. Donc juste cette petite, je pense, une plaque qui va introduire ce que va dire mon ami Jelil Benkhlil. Et comme elle est moche et qu'on n'arrive pas à lire quoi que ce soit, je pense que je vais la léguer à Jelila. Et Jelila est là. Elle nous annonce l'été. Magnifique. Moi, j'ai adoré la photo de Jelila. J'ai pris, bien sûr, je lui ai la permission, bien sûr, de la mettre. J'ai adoré et comme j'adore la personne aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.